Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va vous présenter l'assemblage d'un moteur de Mondial Supersport. Donc c'est des moteurs à la base qui viennent de motos d'origine, qu'on reçoit chaque année. On les démonte, ensuite on les prépare pour faire les courses du championnat du monde. Quand on reçoit un moteur d'origine, on le passe sur notre banc à l'atelier. Environ la puissance est de 125 chevaux au vilebrequin. Une fois que le moteur est fini, préparé, assemblé pour la course, il est aux alentours 150-153 chevaux. Le gain avec autant de différence, c'est de l'ordre une seconde et demie au tour. La première étape, ça va être de mesurer les cylindres, donc du coup le diamètre, s'il n'y a pas d'ovalité ou de conicité sur chaque cylindre. Pour cette opération, on utilise un comparateur d'alésage avec un micromètre. On commence par vérifier l'étalonnage du micromètre et ensuite on fait le zéro du comparateur d'alésage. Pour chaque cylindre, je vais mesurer à 3 points de hauteur différentes, de l'avant vers l'arrière et de droite à gauche. Une fois que les 4 cylindres sont mesurés, on fait la moyenne de chaque cylindre et grâce à cette valeur qui correspond à l'alésage, on va pouvoir déterminer la taille du piston qu'il faut mettre pour avoir le bon jeu de fonctionnement. Ensuite, nous allons passer à l'assemblage de la boîte de vitesses. Pour commencer, je lubrifie toutes mes pièces. Il faut savoir que sur nos moteurs, les boîtes de vitesses sont passées en traitement de tribofinition. La boîte de vitesses de la R6 est assemblée dans l'ordre suivant. 1, 5, 3, 4, 6, 2. Le règlement autorise seulement de changer le pignon de première. Nous utilisons un pignon de première qui est plus long que la standard, fourni par JYTR. Il y a deux avantages à avoir une première plus longue sur un moteur de course. La première pour les départs, qui va repousser le moment de passer la deuxième. Le second pour le frein moteur pour certains virages, qui grâce à la première allongée permet de passer en première et non en deuxième. Ensuite, nous allons contrôler le vilebrequin. Dans un premier temps, il est envoyé chez notre partenaire Danielson à Manicourt pour mesurer les courses et l'équilibrage. Une fois que tout ceci est fait, je le contrôle à mon tour sur un marbre avec un comparateur pour vérifier le faux rond. Une fois que je me suis assuré que le faux rond ne dépasse pas 2 centièmes, à l'aide d'un comparateur, je vais mesurer chaque palier et chaque maneton du vilebrequin pour ensuite essayer d'estimer l'épaisseur de coussinet que je vais devoir utiliser. Donc à présent, on va peser les ensembles, bielle, vis, écrou plus piston, pour essayer d'équilibrer au mieux les masses sur chaque maneton du vilebrequin. Une fois qu'on a sélectionné chaque ensemble mobile, donc piston, bielle, en fonction du poids, des hauteurs, etc., et qu'on les a attribués à un cylindre, on va passer ensuite au plastigauge sur le vilebrequin. Grâce aux calculs fournis par le constructeur, on détermine pour commencer une couleur de coussinet. On va monter ensuite sur la bielle et venir la placer en dessous du maneton. Ensuite, on procède au démontage de la bielle, on la desserre, retire le chapeau et on va venir mesurer l'écrasement du plastigauge pour voir si le jeu est correct. Ensuite, on va venir placer les coussinets sur les carters moteurs. Avant de positionner le vilebrequin et d'effectuer le plastigauge dans les carters, on a bien sûr effectué le plastigauge des bielles au préalable. On va venir placer un petit morceau de plastigauge sur chaque palier de vilebrequin. Ensuite, on referme les carters et on procède au serrage préconisé par le constructeur. Pour commencer, on va remplacer les vis de bielle usagées par des neuves. Ensuite, on va venir placer un premier clips de piston, appliquer de l'huile sur l'axe et assembler l'ensemble piston-bielle. On finit par venir mettre le deuxième clip du piston en vérifiant que l'axe est bien à sa place et que le pied de bielle est bien libre sur l'axe. Une fois notre ensemble bielle-piston assemblé, on va venir placer les segments tout en les tierçant. On continue avec le montage de l'arbre primaire de la boîte de vitesses. Pour procéder à cela, il faut chauffer légèrement le carter avec un décapeur thermique et ensuite venir emmancher l'axe primaire de la boîte de vitesses à son emplacement. Une fois cette opération terminée, on va procéder au montage des pistons dans le bloc moteur. Une fois qu'on a mis les 4 pistons dans le bloc, on peut retourner le moteur pour venir placer le vilebrequin et on va procéder au serrage des bielles. Une fois que cette étape est terminée, on va venir placer l'arbre secondaire de la boîte de vitesses à son emplacement dans le carter. À présent, nous allons dégraisser le plan de joint des carters avec de l'acétone pour pouvoir appliquer une pâte d'étanchéité. Comme vous aurez pu le remarquer, tout l'ensemble du bas moteur est constitué de pièces d'origine.
Une fois que le bas moteur est terminé, on va procéder au contrôle pour le haut moteur. Dans un premier temps, il va falloir mesurer les squishes à l'aide de fils d'étain placés sur les zones plates des pistons. On va venir placer un joint de culasse de taille standard, puis la culasse par-dessus et la serrer au couple préconisé par le constructeur. Ensuite, on fait tourner le moteur d'environ 2 tours pour que les petits morceaux d'étain s'écrasent. Après avoir effectué ceci, on démonte la culasse et ensuite on va mesurer chaque petit morceau d'étain au comparateur. On va maintenant passer à la mesure du volume du bloc moteur. Pour ce faire, on vient placer de la graisse tout autour du cylindre, puis on remonte le piston au point mort haut. La graisse va juste permettre à faire l'étanchéité au niveau des segments pour ne pas que le liquide de mesure s'écoule à l'intérieur du moteur. Une fois que le piston est au point mort haut, on retire l'excédent de graisse qui pourrait déborder. A l'aide d'un support comparateur, je viens m'assurer que le piston est bien au point mort haut. Je viens placer ensuite un dôme en PVC au-dessus du piston. Une fois que celui-ci est rempli à ras-bord, on relève la mesure sur la pipette. Maintenant qu'on a le volume de notre bloc moteur, on va mesurer celui de la culasse. Sur le même cylindre, on vient placer une bougie, puis 4 soupapes pour rendre la chambre de combustion étanche. On vient mettre en place le dôme en PVC au-dessus de la chambre de combustion. A l'aide de notre pipette graduée, on vient remplir le dôme. Une fois qu'il est rempli à ras-bord, on relève la valeur sur la pipette. Grâce à ces deux valeurs, nous pouvons appliquer le calcul pour le rapport volumétrique qui nous donnera ensuite le taux de compression du moteur. Le rapport volumétrique est une valeur très importante sur un moteur de course car en championnat du monde super sport, le règlement n'autorise que 5 moteurs par pilote pour la saison. C'est pour ça qu'il faut trouver un taux de compression équilibré entre performance et fiabilité. C'est d'autant plus important car sur des moteurs comme ça, nous utilisons de l'essence avec un indice d'octane légèrement inférieur à 103. Le plus gros gain de performance sur nos moteurs se trouve dans les culasses. La plupart des modifications sont effectuées chez Danielson sur des machines numériques telles que l'usinage des chambres, des conduits, d'admission ou d'échappement. L'une des dernières étapes de la préparation de la culasse est le rodage des soupapes pour assurer une étanchéité parfaite de chaque cylindre. Avant de passer à l'assemblage définitif de la culasse, nous allons mesurer les hauteurs de soupapes afin de s'assurer qu'il n'y ait pas une soupape qui soit plus basse que les autres, ce qui pourrait causer des problèmes au moment du calage de la distribution. Dans un premier temps, des rondelles de pré-contrainte, ensuite les embases, puis les joints de queue de soupape. Une fois que toutes les soupapes sont en lieu et place, nous allons procéder à l'empilage des ressorts. Maintenant que toutes nos soupapes sont montées en lieu et place, nous allons contrôler l'étanchéité grâce à une pompe à vide. Maintenant que l'on est sûr de l'étanchéité des soupapes, nous pouvons procéder au montage des pipes d'admission et des pipes d'échappement. Une fois que j'ai fini d'équiper entièrement ma culasse, je viens dégraisser les plans de joint avec de l'acétone. Je positionne le joint de culasse avec l'épaisseur dont j'ai besoin et je viens placer ma culasse au-dessus du moteur. À présent, nous allons effectuer les jeux aux soupapes. Une fois que tous nos jeux aux soupapes sont corrects, on va mettre en place les tendeurs de chaîne de distribution ainsi que la chaîne de distribution. Ensuite, nous allons remonter les arbres à cam et serrer les paliers un à un. Une fois que tout est serré et en place, nous allons installer les outils pour procéder au calage de la distribution. Nous allons faire le calage de la distribution à l'aide de supports de comparateurs et d'un disque gradué, comme ce sont des arbres à câble GYTR qui ont une plage de réglage. Maintenant que la distribution est calée, on va pouvoir procéder au remontage de l'ensemble des carters et des accessoires du moteur. Sur nos moteurs de super sport, nous n'utilisons pas le Calorsta, mais nous le remplaçons par une pièce qui vient maintenir le joint à son emplacement pour éviter de mettre trop de charge sur la pompe à eau. Avant de refermer le carter de pick-up, on vient serrer la cible du capteur de point mort haut en bout de vilebrequin. Une fois que les carters latéraux sont remontés, on peut mettre les bougies, les serrer et ensuite placer les bobines d'allumage. À présent, je vais installer le radiateur d'huile qui vient remplacer l'échangeur comparé au moteur d'origine. Le radiateur d'huile nous fait gagner en performance en nous permettant de conserver une température d'huile moins élevée. Maintenant que le radiateur d'huile est en place, je vais remplir le moteur et nous allons l'amorcer en direct sur la pompe à huile. Amorcer le moteur directement à la pompe à huile me permet de m'assurer qu'aucune canalisation d'huile n'est bouchée et que la circulation se fait correctement. Maintenant que le moteur est amorcé, je peux remonter la pompe à eau avec les durées de silicone. Pour finir, nous allons remonter l'embrayage. Le règlement FIM autorise l'utilisation d'un embrayage anti-slip. Après plusieurs tests, nos pilotes ont préféré le STM grâce à ses performances et au ressenti du pilote au moment du rétrogradage et du frein moteur. Une fois que le moteur est terminé, nous allons le monter dans un châssis et procéder au rodage sur banc d'essai. Il y a environ 1h30 de rodage à des régimes différents et avec plus ou moins de freins.
Une fois que le rodage est terminé, nous procédons à 3 tirs de validation. Si le moteur fait minimum 150 chevaux, on peut considérer que c'est un bon moteur.